Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de l'année 2011. Alors, permettez-moi, au nom de C Communautaire Abitibi-Ouest, de Radium Multimédia et en mon nom personnel, de vous souhaiter une très, très bonne et heureuse année 2011. Et le seul souhait que nous exprimons à ce temps-ci de l'année, bien, c'est la santé. Et on espère que vous serez avec nous pendant toute cette année 2011. Alors, mon invité, qui a déjà 6 voyages humanitaires dans 5 pays depuis l'année 2005. Pérou, Guatemala, Honduras, Bolivie, Burkina Faso. Il vient nous entretenir de ces voyages et le pourquoi de ces voyages. Alors, mesdames et messieurs, de Palmarol, M. Jacques Saint-Arnaud. M. Saint-Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Ça nous fait très plaisir, M. Saint-Arnaud, de vous recevoir. Je vous avais déjà reçu, si ma mémoire est fidèle, parce que vous avez fait le chemin de Compostelle. Est-ce que oui, c'est exact. J'étais passé en entrevue pour ce sujet-là. Ah. Et là, bien, on va passer dans une entrevue où il y a beaucoup de choses à discuter. Alors, moi, là, en tout premier lieu, là, la question qui me vient, là, c'est quoi un projet humanitaire? Parce que là, vous en avez quand même fait, vous avez 6 voyages de fait, puis dans 5 pays différents. Ce sont tous des voyages humanitaires? Oui, quand je parle de ces types de voyages-là, c'est des projets qu'on appelle humanitaires. Il y a différents termes pour les appeler, si on veut. Mais en fait, l'idée principale de ça, c'est de se rendre sur place dans un pays en voie de développement, des pays qui ont des besoins particuliers. Habituellement, c'est... de ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, c'était des besoins au niveau soit de la santé, soit de l'éducation. On se rend... pour n'en prendre un au hasard, le Honduras, il y avait eu l'ouragan Mitch en 98 ou dans ces années-là à peu près, qui avait détruit beaucoup de bâtiments. Oui, c'est ça. Dont une école dans un petit village qui s'appelait Primavera. Et avant que les gouvernements aient des sous pour reconstruire ces installations-là, c'est des populations qui sont dispersées, c'est pas un village comme on les connaît ici, mais ils ont quand même ces besoins en éducation. Donc, par souvent les communautés religieuses, des besoins sont identifiés dans des villages comme celui-là. Et il y a des gens ici qui amassent des fonds pour se rendre là-bas et remplacer cette infrastructure-là. Donc, c'est souvent des infrastructures de ce genre-là ou des petits centres de santé Ça, M. Saint-Arnaud, qu'on le veuille ou non, il faut avoir le goût du voyage, puis il faut pouvoir se donner également, parce qu'on ne va pas là en vacances, là. Je suis persuadé de ça. On va là pour des causes humanitaires. On va là pour aider. On va là pour relever une ville, un village. C'est un peu pour ça qu'on va là. Ce n'est pas une partie de plaisir. Ben, il y a différents volets dans ces voyages-là. Donc, au départ, vous dites avoir le goût de voyager. Moi, c'était mon premier besoin. J'avais comme c'est pas une nécessité, je sais pas, on peut appeler ça une nécessité si on veut, de voyager. J'avais ce goût-là. Après avoir essayé quelquefois Cuba et des pays comme ça, où tu t'en vas dans un grand hôtel, sur le bord d'une plage, tu te lèves le matin, tu vas à la plage, tu reviens l'après-midi, 5 à 7, ça revient la même chose qu'on soit dans n'importe quel pays. Pour vous, ça devenait monotone, exactement. Parce donc, à partir de là, je fais quoi là pour rendre ça plus vivant, si vous me permettez l'expression? Exactement. Donc, le plaisir de visiter aussi, c'est de rencontrer les gens. Dans les hôtels, tu rencontres les serveurs, ça se limite à peu près à ça. J'ai eu cette chance-là qu'un de mes amis qui était allé quelques années avant moi au Guatemala m'avait parlé de ça. Il dit, moi, je te vois bien, faire ça. Il dit, tu es un gars sociable, tu n'as pas de difficulté à te mêler aux gens. Donc, j'ai à ce moment-là, quand j'ai pris ma retraite en 2003, j'avais donné mon nom à un organisme qui s'appelle Casira. Puis ils m'ont appelé une première fois. C'était au Pérou, dans les montagnes, d'un petit village qui s'appelait Ayacucho.
C'était mon baptême là, du projet humanitaire, puis ça a été plus qu'un baptême, ça a été un coup de foudre avec ce genre de voyage-là. J'aimerais justement que, si vous me permettez, que l'on parle de vos différents projets humanitaires que vous avez vécus déjà. On va les prendre un peu un par un, parce que ce n'est pas la même chose de un à l'autre. Mais vous venez de parler justement du Pérou. C'était quoi au Pérou que vous avez fait? Le Pérou, c'était un centre de santé qui avait été commencé à construire par des étudiants. Puis, un fait cocasse, on habitait cette fois-là dans les familles directement. Ah oui, ça, c'est assez particulier. Ça doit, hein? Donc, oui, c'est pas les installations modernes qu'on a ici. C'est pas le 5 étoiles, là. Autrement dit, si on veut être précis. Il y a des dames, disons, qui ont eu une surprise lorsqu'ils sont arrivés ils ont demandé pour aller aux toilettes et qu'on retrouve simplement un tuyau dans lequel on doit viser. Au palais, c'est pas le grand luxe. Pour la douche, c'est un boyau d'arrosage qui descendait sur la paroi de pierre, puis on devait se laver derrière un rideau. Là, c'est à peu près le type d'installation. Quand on arrive au repas, c'est un peu les mêmes... de la même acabit, là, c'est des choses qui ressemblent à ça. La nourriture était quoi, là, si on parle du Pérou? Là? Du Pérou, la nourriture, la base de la nourriture, c'est le riz. Donc, OK. Oui, le riz. Tu peux en avoir pour déjeuner, pour dîner, pour souper. Parfois, on a vu des petits morceaux de poulet à l'intérieur, ça, s'il y en avait de disponibles. Souvent, des fèves, des grosses fèves, des choses du genre. Donc, c'était ce côté-là, je dirais, le projet qui était le plus exigeant, parce qu'on habitait vraiment dans les familles. Les autres projets, on était groupés. Là, vous arrivez dans une famille et vous devez habiter avec cette famille-là, c'est ça? C'est en plein ça, oui. Parlez-moi un peu, là, vous venez de me parler là, que ce n'est pas le grand luxe, et loin de là. C'est pauvre? C'est pauvre, c'est sûr. Lorsqu'on travaille d'un projet humanitaire, ça le dit, hein, c'est des endroits qui sont souvent assez éloignés. J'ai vu, comme le village en particulier au Pérou, il faisait seulement qu'un an qu'il y avait une ligne d'électricité qui passait. Oh mon Dieu. Okay. Donc, la maison n'était pas électrifiée. On avait une lumière dans la chambre, dans notre chambre. C'est ça qu'on pouvait... Et qui défrait les dépenses? Parce que vous devez probablement payer pour rester dans cette famille-là. Cette famille-là ne vous héberge pas à ne rien vous charger. Comment ça se passe? C'est quoi que vous leur donnez? Ça équivaut à quoi versus ici, nous autres, chez nous? C'est quoi exactement? Il y a un système d'établi par les organismes en place. Comme les premiers projets que j'ai faits, c'est Casira, Centre d'aide et solidarité internationale de la région de l'Amiante. Puis, ils ont un système qui évite beaucoup de problèmes. Puis, on adhère ou on n'adhère pas. Il y en a parfois qui disent « t'es fou, payer pour aller travailler ». Mais pour moi, on paye notre billet d'avion. Okay. On paye des frais de subsistance qui sont habituellement de 20 $ par jour. Donc, si on est 30 jours... Par personne. OK. C'est ça. Donc, vous étiez avec votre conjointe. Donc, j'étais seul à ce moment-là. OK, c'est beau. C'est ça. Okay. Donc, on paye ce 20 $-là par jour. L'organisme comme tel donnait à peu près 3 $ à la famille pour nous loger. Donc, nourrir, loger, à peu près, c'est ça que ça coûtait. C'était pour le Pérou, quand même, à l'époque, quelque chose pour la famille qui nous recevait suffisant et intéressant à recevoir. Donc, vous voyez, il y a une marge de 17 $ à ce moment-là qui sert à l'achat de matériaux. Avec cet argent-là, on achète de la brique, du ciment, les produits pour les constructions. Parce qu'on essaie autant de financer. Comme les projets maintenant, une nouvelle apparition, en plus, on fournit chacun un 400 $ qui va aider à l'organisme ou à défrayer les coûts des constructions là-bas. Bon, OK. Fait que si on revient là, mettons, au Pérou, là, comme vous dites, ça vous coûte 20 $ par jour, plus 3 $. C'est ça, et le billet d'avion. Mais à 20 $ par jour,
Un séjour, c'est de combien? C'est une durée combien? Habituellement, c'est d'un mois, entre 1 mois et 2 mois. Minimum 1 mois. OK. Donc, vous devez être là 1 mois. Oui. Il y a des exceptions. Les gens qui... parce que de plus en plus, il y a une popularité vis-à-vis les projets humanitaires. Puis on voit des jeunes, par exemple, des jeunes infirmières qui vont venir pour 2 semaines. Ils vont accepter quand même des divergences. Mais vis-à-vis la loi de l'impôt, ça devrait être 1 mois avec une partie de travail un certain nombre de jours. Il faut fournir une prestation d'environ minimum 20 heures de travail par semaine, parce que tout ça nous donne droit à une déduction d'impôt. OK. Qui vous contrôle, disons, à ce moment-là? Contrôle est peut-être un grand mot, là, parce que vous avez quand même, ce sont des personnes sérieuses, ce sont des personnes d'un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Vous n'avez pas besoin d'être contrôlé, mais en ce sens, vous devez faire rapport à qui? C'est pas des rapports stricts comme tels, mais il y a toujours un responsable du projet qui, comme pour décrire un petit peu comment ça se passe, en soirée, on se réunit habituellement tous les soirs après le repas. Puis demain, il y a tant de besoins sur tel chantier, pour tel travail. Il y en a qu'il faudrait qu'il aille à l'orphelinat, par exemple, s'occuper des enfants, et ainsi de suite. On répartit le travail comme ça. On fait nos horaires de travail sur place. Là. Maintenant, en 2006, Guatemala. En 2006, ce fut aussi un voyage quand même. Moi, j'aime pas parler d'un voyage d'agrément. Parce que, très honnêtement, et vous en conviendrez avec moi, je n'ai pas fait ça jamais, et vous en avez fait à venir à date 5 voyages, 6 voyages, peu importe. Ce n'est pas de l'agrément, malgré que ça ne doit pas être toujours avec les larmes aux yeux, là. Il faut s'entendre quand même, mais ce sont quand même, vous allez pour améliorer le sort des communautés que vous visitez. Alors, à ce moment-là, c'est quoi? C'est comme le Guatemala. Quelle sorte de voyage vous avez fait là? Donc, le Guatemala, c'est peut-être un très bon exemple pour parler en général, c'est quoi les 3 volets? Moi, je vois qu'il y a toujours 3 points de vue dans un projet dans un voyage comme je fais. On a parlé tantôt du travail. Il y a toujours une prestation de travail qu'on a à fournir. On a des fonds à fournir pour le projet. Il y a 2 autres points de vue que je trouve très intéressants. Comme au Guatemala, c'est une maison qui est là, ça fait une bonne vingtaine d'années, qui a été installée, qui reçoit nombre de Québécois. Donc, on est toujours une 40 à 50 Québécois qui sont là en même temps. Ah, oui. Il y a une rotation. Il y en arrive le mercredi, il en arrive à tous les mercredis, puis il en repart à tous les mercredis. Donc, c'est comme une routine qui s'établit. Les gens ils viennent pour 1 mois, il y en a qui viennent pour 2 mois. Il y a des gens ici de la région, comme les Alain de Macamic, justement, Théodore et Rolande, qui passent pratiquement 6 mois. Oui, c'est ça que j'ai vu en quelque part, que même ils sont répartis, je pense, au moment où... Actuellement, ils sont au Paraguay, ils sont avec 2 autres couples à une construction. Donc, il faut le dire que Théodore a 80 ans cette année. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est quand même beau, très beau de leur part. Donc, il y a des gens de tous les âges, donc qui sont sur les projets. Fait qu'il y a ce côté-là, le côté social qui est intéressant pour des connaissances de Québécois de tout le pays. Puis l'autre partie, c'est qu'en allant sur place, on en profite pour faire du tourisme aussi. Oui, c'est sûr. Donc, les fins de semaine, disons les 20 heures, 25 heures de prestation de travail, on les fait souvent dans 4 jours. Puis le vendredi, très tôt, on va visiter, par exemple, les ruines Maya de Tikal. Une autre fin de semaine, on va au lac Atitlan et ainsi de suite. Donc, il y a la partie touristique. Oui, c'est sûr que vous n'êtes pas 7 jours par semaine à travailler. C'est exactement ça. Là, parce que là, ça prend quand même... c'est ça qui fait l'intérêt de l'ensemble des voyages humanitaires. C'est sur un côté, vous aidez beaucoup
lorsque vous êtes sur place, mais vous avez aussi le côté touristique que vous ne devez pas délaisser. Et avec raison aussi. Puis, c'est aussi une connaissance du pays. Parce que pour les gens qui nous reçoivent, ils sont donc heureux d'aller nous montrer une chute, en quelque part. On a découvert, ils nous ont amené des petits bassins d'eau chaude dans lesquels il est difficile d'entrer tellement l'eau est chaude. C'est naturellement. Et c'est naturel aussi, oui. Oui, c'est naturel, des choses comme ça. Hein. Les gens, comme nous, on fait ici lorsqu'on reçoit des gens d'extérieur, on va leur montrer les amène au Paradis du Nord ou des choses du genre. Exactement. Ils font comme pareil, il y a une fête, la fête des morts le 1er novembre. J'ai eu la chance d'assister à ça en Bolivie. Hein. C'est pour eux autres, c'est une des fêtes importantes de l'année. Hein. Ils font participer à ces activités. On va parler maintenant de votre voyage en 2007 au Honduras. Le Honduras, c'était une belle corvée avec les gens d'un voyage. J'en parlais tantôt, Primavera, donc une école qui avait été détruite. Et c'était un projet privé, celui-là. Parce qu'il y en a qui sont organisés par Casira, il y en a qui sont organisés. Lui, c'était un type et sa femme qui avaient ramassé les fonds dans la région de Québec. Et c'était soutenu aussi par la paroisse de Cap-Rouge qui avait fourni les fonds. Il y avait environ 25 000 $ pour construire. Et dans un espace de 3 mois, on a construit une petite école de 2 classes, une salle de bain, puis une petite salle à dîner là, avec un préau à l'avant. Donc, en collaboration avec les gens du village qui travaillaient avec nous. C'était vraiment particulier. De belle occasion aussi d'apprendre l'espagnol, pratiquer la langue du pays. Je vous entends parler, je vous regarde en même temps, M. Saint-Arnaud, et je pense que vous avez pas seulement qu'une fierté, mais pour vous, là, on voit là, dans votre visage, dans ce que vous me dites, là, que vous êtes fier de ça. Et avec raison, je suis persuadé. Oui, il y a une fierté. Puis il y a aussi... quand on part de là, on quitte des amis parce que quand tu vis deux mois avec des gens... Il se crée des liens d'amitié. Des liens d'amitié extraordinaires. Que vous entretenez un coup revenu, bien non si... on en garde à peu près toujours 1 ou 2 par voyage, je dirais, parce que sur le nombre, à un moment donné, c'est pas toujours facile de communiquer avec les gens là-bas. Il faut garder quelques liens quand même. C'est en plein ça. La Bolivie en 2008? Bolivie, c'était une expérience différente. Le fait que j'avais vécu le Guatemala, et à ce moment-là aussi, Hélène avait vécu aussi la même expérience, les mêmes expériences que moi. On est allé, on a fait quelques projets ensemble. On a été demandé pour aller en Bolivie pour recevoir cette fois-là et organiser la rénovation une construction de cuisine et autres travaux sur le terrain, parce qu'on connaissait, nous, le système Casira. Puis, Enfants de Bolivie, c'est un orphelinat d'à peu près 75 garçons qui avaient besoin de rénovation. Puis, Casira allait leur donner un coup de main. Donc, il y avait 30 personnes qui venaient travailler pour 3 semaines. Donc, on m'avait demandé pour aller organiser le travail, superviser l'ensemble de ça. Autrement dit, c'est nous, c'est Hélène et moi qui les recevions là-bas et qui organisions le travail. Donc, expérience extraordinaire aussi au niveau des contacts. On faisait des achats dans les petites quincailleries. Hein, il n'y a pas de Rona là-bas. Là. Non, il ne doit pas avoir... Il y a peut-être... c'est un petit village de 2000 habitants, à Valle Grande. En passant, c'est l'endroit où Che Guevara a été tué, celle-là, à Valle Grande. On a eu l'occasion d'aller voir l'école, la petite école où il a été fusillé. Dites-moi une chose, M. Saint-Arnaud. Pour participer à des voyages de même, on n'est pas... Il faut avoir une bonne santé. Et c'est tout. Je veux dire, il ne faut pas être un professionnel, il ne faut pas être un ouvrier obligatoirement, parce que là, je vous entends très souvent dire, ben là, on a construit telle chose. Mais la personne qui n'est pas un ouvrier peut y aller quand même. Là. Oui, c'est pas, il y a pas de compétences nécessaires parce que les travaux qu'on effectue là-bas, c'est vraiment des travaux manuels de base. Comme exemple, au Guatemala, à Guatemala Cité, on construisait un édifice quand même en hauteur. Tu as toujours un albanil qui est un maître d'œuvre, qui est un maçon, qui connaît la construction et qui nous dirige. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour une bonne partie du temps? On a creusé à la petite pelle des chaudières pour déplacer parce que c'est impossible, c'est un endroit qui est impossible d'aller travailler avec un tracteur ou des choses. Du gros outillage. Gros outillage. Donc, c'est des travaux. Brasser du ciment,
bâtiments avec les femmes vont faire des draps, de la couture, des choses. Il y a toujours différents métiers, où on peut, selon les compétences de chacun. Dites-moi une chose, M. Saint-Arnaud. En 2006, vous avez été au Guatemala, une capitale. En 2010, vous avez été au Guatemala, Icacal. Oui, Icacal. Quelle est la différence entre les deux? Bon, Guatemala cité est au centre du pays, dans les montagnes. En se dirigeant complètement vers le nord du Guatemala, presque à la mer des Antilles, il y a un lac qui s'appelle le lac Izabal, qui est près d'un village qui s'appelle Rio Dulce. Donc, c'est encore un couple d'amis qui, eux, avaient monté un projet de rénover une école et faire des installations sportives pour cette école-là, entre autres travaux. Donc, ça a été de la rénovation. Okay. Donc, on s'est rendu là pour... j'ai été quand même 1 mois et demi cette fois-là dans ce milieu-là. Donc, on a passé les fêtes l'an dernier dans cette région-là. Moi, j'aimerais qu'on parle de votre voyage en 2009, M. Saint-Arnaud, Burkina Faso, Sandéba. Sandéba. Je pense que, est-ce que je me trompe en disant, selon ce que vous m'avez envoyé, c'était un des plus difficiles? Le terme difficile, je dirais pas. C'était beaucoup plus, j'avais, je pense, avant d'y aller, des craintes particulières. Quand on dit le mot Afrique, on pense tout de suite chaleur extrême, on pense maladie, on pense malnutrition. Surtout, on pense maladie, surtout. Puis, exactement. Puis, c'est d'ailleurs la question que les gens nous posent quand on est revenu. Avez-vous été malade? Mais c'est ça. C'est un peu sur ça que je voulais en venir, là. Donc, parce que c'est facile, apparemment, d'attraper une maladie là-bas. Nous, on était choyés. On était 2 personnes cette fois-là. C'était Hélène et moi. On s'est rendus au Burkina Faso. On est parti le 1er janvier 2009. On était pour 2 mois en Afrique. Ça a été un voyage merveilleux. Est-ce que c'était le voyage où l'endroit a été le plus affecté? Je pense qu'il y a eu... je sais qu'il y a eu des... En tout cas, dans les principales lacunes, si on parlait des lacunes, on parle de soins de base, on parle tels que la nourriture, la santé, la salubrité. Ça, ce sont 3 choses avec lesquelles vous devez composer à peu près à chaque voyage. Oui. Est-ce que je me trompe? Oui, on doit composer toujours avec ça. Il y a des précautions à prendre, tous les vaccins, les médicaments, tout ça. L'Afrique, ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été la surprise. Quand on arrive, on n'a plus de points de repère. Les repères habituels ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Donc, le Burkina Faso il y a plus de 90 des gens qui n'ont pas l'électricité. Ils n'ont aucun système d'approvisionnement en eau. Ils doivent faire la corvée d'eau à tous les jours, un petit chariot, des bidons, apporter l'eau pour toutes les nécessités. Pour moi, avant d'y aller, je voyais des reportages à la télévision, des cases en terre. Puis je croyais que c'était un peu folklorique, comme on voit dans certains pays. Hein, comme vous aviez des misères à vous imaginer que c'était ça. Que c'était la réalité quotidienne des Burkinabés, des Africains en général, parce qu'on a vécu la même chose. Le Mali, c'était touristique. On a fait aussi voyager beaucoup au Mali, puis c'est la même réalité, peut-être un petit peu plus riche au Mali. Burkina Faso, c'est la pauvreté extrême. C'est la pauvreté extrême. Et qu'est-ce qui vous a le plus, je dirais pas fait peur, mais c'est quoi que vous avez eu à avoir peur, disons, on va employer le mot peur, qui vous a fait le plus peur là, en Afrique, ou que vous avez plus surveillé, si vous me permettez? Rendu sur place, c'est toujours, hein, dans un voyage, les peurs, c'est avant. Hein, on imagine, c'est toujours notre imagination qui crée les peurs, parce que rendu sur place, après ça, bon, tu vis au jour le jour, tu vis avec les gens, tu vis avec les situations. Puis la gentillesse des Burkinabés, elle est incroyable. Les gens nous ont accueillis là d'une façon, ils n'ont rien,
mais ils viennent frapper à ta porte le soir pour t'offrir du poulet qu'ils ont, tué dans la journée parce que tu es un étranger, puis pas dans le but de recevoir quelque chose en retour, c'est... Ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir, okay. Puis tu peux pas refuser. Donc, les gens comme tels font la différence en Afrique. La capacité, puis la profondeur de la communication de ces gens-là, c'est inimaginable. On va parler, parce que là, on a fini de regarder les voyages que vous avez faits, mais on va aller avec les organismes existants. Bon, El Cassira, on en a parlé un peu. Le Corcovado. Corcovado, c'est un bel organisme de la région. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est un nom qui ne m'est pas inconnu. Oui, c'est Centre de solidarité internationale Corcovado. Le siège social, il est à Rouen. Présentement, il est au coin de la rue Perrault et de la rue principale. Okay. C'est un magasin de livres usagés. Donc, Corcovado, pour ne pas utiliser de fonds qu'elle reçoit en don, vend des livres usagés. Si vous avez des livres que vous avez lus, que vous voulez vous débarrasser, vous les donnez là. Ils sont revendus à des prix... Et l'argent sert pour ces causes humanitaires. Les causes humanitaires, puis aussi le fonctionnement de Corcovado, les produits équitables aussi qui sont là. Et on rajoute des volets présentement à Corcovado. Au départ, c'est un organisme qui aidait une dame au Brésil qui est là depuis une vingtaine d'années. Corcovado a été fondé pour ça. Mais depuis 2 ans, 3 ans, on travaille à élargir. Il y a les volontaires autonomes, un groupe qui se rend au Pérou à tous les ans, qui sont en train de construire une garderie actuellement. Okay. Il y a encore un groupe qui va partir en janvier cette année, depuis 5 ans à peu près, qui vont au Pérou. Donc, ils sont greffés à Corcovado. Il y a un groupe qui s'occupe du Niger et aussi notre groupe, l'Orphelinat Sandeba, qui aussi, on s'est greffé à Corcovado. On a parlé, parce que il attend nous parler, M. Saint-Arnaud, les enfants de Bolivie, vous en avez parlé un tout petit peu tantôt. Oui. Et puis, il y a les projets privés aussi. Les projets privés, c'est une des formes, comme on parlait tantôt des cacals. Moi, on appelle ça projet privé quand c'est quelqu'un qui est allé sur place et qui monte un projet, comme celui de cet hiver. Je me rends en Équateur à la fin de janvier. C'est à une petite ville qui s'appelle Loa. Donc, c'est une amie qui est de la Minerve qui a ramassé les fonds et qui organise le projet comme tel, sous le couvert de Casira. Donc, mais c'est ça qu'on appelle des projets privés. S'il y a des gens qui voudraient avoir de plus amples informations de suite à cette émission-là, on peut vous contacter à Saint-Arnaud, Saint-Arnaud-J à commercial@hotmail.com. C'est oui, ça? Les gens pourraient vous... Et puis là, vous venez de me parler qu'à la fin janvier, et très prochainement, vous parlez, il y aura d'autres voyages humanitaires de votre part? Oui, celui déjà qui est prévu. Habituellement, quand j'en termine un, je regarde déjà pour le prochain. Un de mes critères, c'est d'essayer de varier les pays autant que possible. Comme parfois, je suis retourné 2 fois à Guatemala, mais c'est donc dire que vous en faites un par année environ, parce que si on regarde la liste, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, et vous repartez bientôt en 2011. C'est en plein ça, oui, un par année. Alors, ce sont des causes humanitaires. Moi, je vous félicite, M. Saint-Arnaud, parce que ce n'est pas facile. Comme vous l'avez si bien expliqué, c'est pas le grand luxe et loin de là. Ce sont des causes qui sont très humanitaires. Ce sont des endroits dans le monde où la pauvreté est à son maximum et ces personnes-là ont besoin d'aide et puis avec des personnes comme vous. Et ces organismes déjà existants, bien, chapeau à vous, puis pour tout le bien que vous faites, et puis on vous souhaite une bonne année 2011 avec encore beaucoup de voyages, M. Saint-Arnaud. Est-ce qu'il reste encore un petit peu de temps? Il n'y reste plus de temps, je regrette. Alors, je vous remercie beaucoup, mais on va s'en reprendre, par exemple. Oui. Soyez sans aucun doute qu'on va vous recevoir à nouveau. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Saint-Arnaud. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là, et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine. Alors,